La Palette est en demi-finale. Eh ben oui, la Palette suit tout naturellement la trajectoire de l'équipe de France. Donc la voilà en demi-finale, mais non sans avoir analysé ce France-Angleterre avec notre partenaire Corastat. Et du bon sens, il a fallu que la Palette en ait au cours des derniers mois autour de cette équipe de France. Ambiance délétère, les blessures, les affaires. Bien évidemment, l'équipe de France allait aller nulle part dans cette Coupe du Monde, c'était une évidence. La Palette, au milieu de tout ça, sur les plateaux ou dans la vie courante, essayer de modérer tout ça en disant, vous savez, moi je ne sais pas grand-chose, mais je sais juste que cette équipe de France, elle a tous les attributs d'une équipe tellement solide que le quart ou la demi-finale me semble être un minimum. Et bien la voilà en demi-finale. Et puis, voilà, ce qui fait que même si on a moins de maîtrise que d'habitude, c'est une évidence sur cette Coupe du Monde, finalement, ça demeure une équipe extrêmement difficile à battre, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, les matchs peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Quand vous avez des individualités offensives, vous pouvez gagner n'importe quel match. Après ce petit préambule, mais qui était nécessaire pour rappeler un petit peu ce qu'est cette équipe de France dans la lignée de 2018 avec toujours cette efficacité record. Encore aujourd'hui, on ouvre le score, on n'a pas encore eu une occasion de but, on ouvre le score. Bon, ça conditionne tout le reste du match. On aurait voulu voir l'équipe de France mener dans ce match, ça aurait peut-être été très différent. Ensuite, ça a eu un grand mérite, c'est que grâce à cette ouverture du score, on a eu un très bon match, car ça a obligé l'équipe d'Angleterre à forcer également sa nature, parce que je pense qu'elle se serait très bien accommodée d'un match où elle aurait attendu, elle aurait essayé de profiter de quelques contres à l'image de l'équipe de France, au lieu de quoi elle a été obligée de jouer, et elle a produit un bon match, de sorte qu'à la fin, on aurait pu, à l'anglaise, sortir du terrain en disant « sorry, good game ». Vous savez, comme les Anglais font dans d'autres sports, une fois qu'on a, nous, Français, bien joué, mais perdu. Ce qu'ils adorent. Ils adorent ça. Là, c'est l'inverse. C'est l'Angleterre qui a bien joué, mais c'est la France qui a gagné. Alors, comment a-t-elle gagné ? Avec un peu de réussite, si on en regarde les chiffres. Les XG sont très favorables à l'équipe d'Angleterre qui est au-dessus de 3, ce qui est beaucoup. Il y a quand même 7 tentatives cadrées, 13 tirs, un gros avantage au tir, 13-8, et surtout 7 tirs cadrés et qui ont obligé Lloris à sortir 6 ballons, et il a fait au moins 3-4 parades de très très belle qualité, plus, ce qui n'est pas très courant chez lui, des sorties aériennes, et même quand il s'est complètement loupé sur une sortie aérienne où Maguire aurait pu marquer directement, le ballon lui est retombé dans les mains. Voilà, il y a des soirs comme ça où tout va bien. Domination d'ensemble des Anglais avec une possession supérieure, même si on peut la minorer un petit peu, parce que si on regarde dans le détail le tableau où on voit la répartition par zone, on voit que la possession majeure des Anglais était très basse, alors que l'équipe de France ne joue pas bas. Elle ne joue pas. L'équipe de France, elle relance direct. Depuis le début du tournoi, Lloris dégage, les défenseurs relancent long. Il n'y a pas de prise de risque au niveau de Varane ou Upamecano et autres, sauf quand Griezmann revient ou Rabiot reviennent très bas. Alors là, ils vont chercher les ballons. Et là, il y a un peu de relance basse, mais pour le reste du temps, on joue très haut. Donc du coup, quand on a une possession, même si elle est relativement faible aujourd'hui, quand on a une possession, elle est plutôt plus avancée dans le terrain. On s'aperçoit que globalement... Voilà, les chiffres sont plutôt favorables. L'équipe de France a plutôt subi. Elle a été obligée de faire des fautes. Elle a juste eu un mérite, c'est qu'elle est, et c'est l'une de ses grandes forces, ça lui a permis quand même, sans toucher le ballon quasiment du match, de mettre 4 buts à la Croatie en 2018. J'exagère un peu, bien évidemment. Vous avez compris, mais enfin, en première période où là, on n'a vraiment pas touché le ballon, on menait 2-1 à la mi-temps. Alors certes, penalty, certes, quelques petites choses comme ça, mais on est une équipe qui a toujours la capacité de menacer. Nous avons des attaquants qui font peur. Voilà, c'est comme ça. Les individualités, c'est bien sûr Dembélé, Mbappé, et c'est Giroud qui lui aussi rôde, est toujours là, et on sait qu'il peut être dangereux sur le geste final. Voilà, et cette menace, c'est la qualité de l'équipe de France. Alors justement, revenons-y, vous vous rappelez qu'on avait fait une palette
préventive par rapport à ce match avec Enzo Djebali, un enfant de la palette, et qui avait mis en avant, je l'avais laissé développer ses thèses, et il avait mis en avant le duel, le fameux plan Mbappé. Comment maîtriser Mbappé? Mbappé n'a pas marqué, donc est-ce que ça veut dire que l'Angleterre a maîtrisé Mbappé? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de s'apercevoir en regardant le match que Walker a effectivement été au duel avec Mbappé, mais très souvent aidé par Henderson et même Saka. Donc souvent, c'était des prises à 2 ou à 3 pour s'occuper de Mbappé. Et je trouvais que Mbappé avait été très habile en lâchant. On voit d'ailleurs son nombre de passes. Bien sûr, il y a eu un petit peu de déchets naturellement dans ce nombre de passes, parce que quand on est attaquant, on perd des ballons, ça c'est la moindre des logiques. Mais malgré tout, Mbappé a été quand même très constant dans ce match, et je l'ai trouvé assez intelligent justement quand il y avait 2-3 joueurs qui venaient sur lui pour la lâcher, et souvent de manière assez intéressante. Après, il n'y avait pas à son soutien beaucoup de performances offensives. Même Théo Hernandez m'a paru un petit peu usé peut-être, et moins explosif qu'il ne l'est d'habitude. Et d'ailleurs, notons que le premier but vient d'une action où Mbappé la lâche, justement. Il ne s'est pas entêté dans les duels, même si parfois il a réussi quand même 6 dribbles, hein, c'est pas rien hein, dans ce match. Il a 9 tentatives de dribble, il en a réussi 6, donc il pouvait en plus gagner des duels, et il l'a fait en certaines circonstances. Mais en tout cas, ça a été une menace constante, parce qu'il a sans arrêt occupé 2-3 joueurs. Il n'y a eu que 2 fautes sur lui. Il n'a tiré qu'une fois au but. Mais malgré tout, je ne dirais jamais que Mbappé a fait un mauvais match ou était en dedans par rapport aux autres jours. Je ne crois pas. Je crois qu'il a été surtout très intelligent pour voir que finalement, il occupait tellement de monde que la menace serait en lâchant quelque peu le ballon. Et puis la deuxième thèse d'Enzo, c'était de dire, le deuxième plan autour de Mbappé, c'était de dire justement l'Angleterre va attaquer de son côté, parce qu'on sait que Mbappé ne défend pas énormément. Eh bien, il est amusant de constater, à l'image donc de ce match Walker-Mbappé, où finalement Mbappé n'a pas fait la différence, et où Walker a fait 0 faute dans le match, donc il n'a pas été mis en difficulté que ça, même s'il a été éliminé 1 ou 2 fois par Mbappé. Mais en contrepartie d'ailleurs, petit chiffre au passage, 0 centre, hein, Walker. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas pu monter. Shaw a déclenché, je crois, 7 centres. Walker 0. Voilà, ils étaient tellement préoccupés par Mbappé que du coup il n'a pas pu se livrer offensivement, alors qu'il a quelques capacités. Et deuxième conséquence, l'Angleterre a attaqué à gauche. Bah oui, ils n'ont pas attaqué côté Mbappé, non. Ils ont préféré attaquer de l'autre côté. Alors il est vrai qu'ils ont des très bons joueurs sur ce côté. Shaw est un défenseur assez moyen, mais offensivement par contre il a des grosses qualités, et il a pu les montrer en attaquant de son côté. Et puis Foden lui-même également, 5 centres également, et très en vue en première période en tout cas. Après il a un petit peu disparu. Mais en tout cas ce côté gauche a été, on le voit sur les chiffres de Corastat, a été globalement dominant. Après, il y a eu quand même un réveil très fort en deuxième période du côté droit anglais autour de Saka, qui déborde une première fois, obtient un penalty dans la foulée, et ensuite a été fort dangereux. Donc Saka évidemment a joué son rôle. On se penche sur nos 2 avançants. Ça avait été un des éléments évoqués par Enzo d'ailleurs, qui avait évoqué l'importance de Giroud pour servir Mbappé. Mais en fait, Giroud, il s'est servi lui-même. Ce soir, il a frappé 4 fois au but, 3 fois un tir cadré, et évidemment le but de la victoire, ça n'est pas rien. Et finalement, si on compare à Harry Kane, qui dans le jeu, il n'y a aucune comparaison. Harry Kane est un merveilleux joueur dans le jeu, il est capable de faire des passes décisives, capable de faire des passes intelligentes beaucoup plus bas. Giroud ne fait pas tout ça, et il a 36 ans, Olivier Giroud, il fait pas tout ça, il se concentre vraiment sur son rôle devant le but. Il fait pas tout ça, mais à l'arrivée, c'est quand même Giroud qui a fait gagner le match, et c'est Kane qui l'a un peu perdu, puisque on voit les XG, évidemment il a un XG très important, 1,93, parce qu'il a tiré 5 fois, il a cadré 4 fois, mais la seule fois qu'il n'a pas cadré, c'est ce penalty de l'égalisation à 2 partout, qui évidemment aurait totalement changé la donne. Il a marqué le premier penalty face à Hugo Lloris. On note qu'il les a frappés tous les 2 très fort d'ailleurs.
Il connaissait très bien Hugo Lloris, mais évidemment inversement également. Sans doute une pression assez importante et le seul tir non cadré d'Harry Kane. 4 tirs cadrés sur 5. Et le 5e, c'est évidemment ce penalty qui s'est envolé assez loin au-dessus de la barre. Voilà en gros les éléments les plus importants de ce crunch qui laissera un bon souvenir. D'abord, ça a été un match intéressant, puis il laissera un bon souvenir par son final. Parce que quand on regarde les 15 dernières minutes, il se passe plein de choses. Il y a plein de tirs. Regardez les chiffres de Corastat. Il y a 5 tirs anglais, dont le penalty au-dessus. Il y a 4 tirs français, dont le but de la victoire, puisqu'il est dans le dernier quart d'heure également. Voilà, il y a eu, ça a été animé. Les Anglais ont centré 7 fois dans le dernier quart d'heure. La France a commis, je crois, a centré également 4 fois dans cette période-là, a commis plein de fautes dans cette fin de match parce que voilà, il y avait une pression, il y avait une vie autour de ce match. Et bref, voilà, pour laisser un grand souvenir, parfois, il faut des scénarios et puis il faut aussi une impression finale. Et l'impression finale, ça a été une fin de match échevelée. Et ça fera partie de l'histoire de ce France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde 2022. La France continue. Attention au Maroc. Là, il faudra faire le jeu. Ah oui, là, pour une fois, il faudra.